La première question a pour objectif de cibler les points importants à retenir. Elle ne rapporte que 3 points, mais elle permet en tous les cas d'avoir une première lecture du document qui cible le sujet. Dans la deuxième question, par contre, on vous demande de rédiger votre réponse. On va donc prendre en considération la qualité de votre rédaction et l'organisation de votre réponse. Ici, on attend 2 choses de vous. La première, c'est effectivement de décrire l'évolution du taux de testostérone. Et la deuxième, c'est de comparer des individus sains par rapport à des individus atteints de Klinefelter. Donc, on va regarder votre qualité de description de l'évolution chez l'individu sain et chez l'individu malade. On doit donc avoir, à un certain âge, on observe une quantité faible, élevée, puis on observera une évolution, ça augmente ou ça diminue, puis on observera à nouveau une évolution ou le fait que ça stagne, etc. Voilà ce qu'on attend de vous dans la description. Dans un deuxième temps, on va regarder la comparaison entre un individu sain et un individu malade. Donc là, il va falloir, en plus d'avoir décrit augmentation, diminution ou ça stagne, il va falloir dire il y en a plus ou il y en a moins que. Là, ça évolue de cette manière-là, alors que dans l'autre cas, ça va évoluer de cette manière-là. 2 possibilités, soit vous intégrez cette comparaison à la description directement qui est faite au préalable, mais là attention, il faut le faire de manière très habile parce que le risque est de un peu s'emmêler les explications et de devenir confus. Ou alors vous faites d'abord description de ce qui se passe chez l'individu sain, description de ce qui se passe chez l'individu malade, et troisièmement, ou dans un deuxième paragraphe, on explique la différence entre les deux. Alors, c'est plus long, c'est vrai. Parfois, il y a peut-être des redites qui vont avoir lieu, mais en tous les cas, vous êtes sûr d'avoir tout dit et d'avoir été clair. La troisième chose qui va être regardée par le correcteur, c'est l'utilisation des chiffres judicieusement choisis. Donc là, dans tous les cas, il faudra de toute façon que ces chiffres soient intégrés soit à la description, soit à la comparaison, ou aux deux. Il est hors de question de faire une liste de chiffres qui correspondrait à la lecture du tableau, comme par exemple à 5 ans il y a des traces de testostérone chez l'individu non atteint, il y a des traces chez l'individu atteint, à 10 ans il y a... Voilà, ça c'est hors de question, vous ne pouvez pas faire une lecture du tableau, vous devez intégrer des chiffres clés qui vous permettent de justifier la description que vous avez faite au départ. Par exemple, je vous donne une possibilité. Durant l'enfance, entre 5 et 10 ans, les individus non atteints du syndrome de Klinefelter, comme les individus atteints, ne vont avoir que quelques traces de testostérone dans le sang. Par contre, au moment de la puberté, à l'âge de 12 ans, on voit apparaître une certaine quantité de testostérone, 10 nanogrammes par décilitre chez les individus non atteints, alors qu'il n'y en a que 3 nanogrammes par décilitre chez les individus atteints du syndrome de Klinefelter, soit 3 fois moins. Par la suite, les 5 ans qui vont suivre, un individu non atteint va avoir une augmentation très importante du taux de testostérone puisque à 18 ans, il aura 520 nanogrammes par décilitre. Alors qu'un individu atteint du syndrome, lui, n'aura quasiment pas d'augmentation de testostérone puisqu'à l'âge de 18 ans, il n'aura que 4 nanogrammes par décilitre. Voilà, j'ai intégré les chiffres, j'ai fait une description montrant l'évolution et j'ai comparé pour chaque étape ce qui se passait. Ça n'est pas la seule possibilité, mais ça vous permet d'avoir un exemple. Pour la question 3, il y a en réalité 2 questions à l'intérieur de cette question 3 et il faut montrer au correcteur que vous avez bien compris ce qui vous était demandé. On vous demande donc de diagnostiquer dans un premier temps la maladie et on vous demande des informations sur le traitement dans un deuxième temps de la maladie.
Vous devez donc faire au minimum 2 paragraphes, un paragraphe par idée. La première idée correspondant à notre premier paragraphe est d'expliquer comment est-il possible de diagnostiquer le syndrome de Klinefelter chez un adolescent de 12 ans. Il va donc falloir se mettre dans les conditions d'un adolescent tout juste rentré dans l'adolescence. Quels sont les symptômes, quels sont les phénotypes observables qui nous permettraient de dire que, effectivement, c'est bien un syndrome de Klinefelter qu'il a. Donc là, il faut reprendre les 3 documents, surtout le document 1 et un peu du document 2, pour pouvoir justifier. On nous dit qu'à la puberté, les enfants atteints de Klinefelter vont souvent avoir des caractères anormaux, voire une puberté très tardive, donc une puberté qui n'aura pas commencé à l'âge de 12 ans, qui va arriver peut-être parfois plus tard. Parmi les caractères anormaux cités, on nous parle du développement des seins et des testicules trop petits. On nous parle également de la pilosité qui est tardive, mais à partir du moment où la puberté est tardive, à 12 ans, il n'y a pas forcément encore les poils de la barbe qui sont apparus. Donc, c'est peut-être pas le caractère le plus judicieux à utiliser. De même que l'infertilité ou la stérilité du futur adulte, c'est peut-être pas forcément ça qui va permettre de diagnostiquer chez un enfant de 12 ans. Deuxième élément dont on nous parle, c'est le taux de testostérone dans le document 2. On a bien confirmé que le taux de testostérone était très faible, donc une prise de sang permettrait simplement de voir si le taux est trop faible. Et un autre élément qui permet d'être sûr qu'on est bien sûr une maladie du syndrome de Klinefelter, c'est le karyotype, puisque la toute première phrase qui nous est donnée du document 1, c'est le fait qu'on ait une anomalie de chromosomes. Il y a 47 chromosomes au lieu de 46, donc là, on justifie en disant ce que l'on sait d'un karyotype normal et le fait que là, on observerait un 47e chromosome dans la paire de chromosomes sexuels, un deuxième X en l'occurrence, comme on nous l'explique ici. Pour le deuxième paragraphe, comment va agir le traitement préconisé dans le document 3? Donc là, on se base surtout sur ce document-là. On nous dit dans le document 3 qu'on va faire de l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, c'est une injection d'hormones. L'hormone ici qui va être injectée, c'est la testostérone. Pourquoi et combien de temps? Donc la durée, on nous dit dans le document qu'il s'agit d'en mettre surtout pendant la puberté et sur toute la puberté, peut-être un peu avant. Dans quel but? Parce que la testostérone permettra de développer les caractéristiques masculines qui ont lieu normalement à la puberté. Sans avoir de testostérone, eh bien, il n'y aura pas ce développement normal. Donc, en injectant de la testostérone, on estime que les caractéristiques pourront se développer correctement. Alors, est-ce que ça le guérira? Non, ça ne pourra pas le guérir puisque l'anomalie vient d'un chromosome qui est en trop. On n'enlèvera pas ce chromosome quoi qu'il arrive. Donc, les testicules ne fabriqueront jamais de testostérone à l'état normal. Donc, si on arrête les injections, eh bien, il n'y aura pas de testostérone dans le sang de l'individu. Donc, il n'y aura pas de guérison possible, mais en tous les cas, on peut faire en sorte que les caractères sexuels secondaires apparaissent normalement chez l'adolescent pour donner un adulte avec des caractéristiques physiques qui semblent à peu près normales. L'infertilité, on n'a pas d'informations sur le sujet, ça ne semble pas être possible de le résoudre. Donc là, le correcteur attend de vous que vous ayez donc repéré les 2 parties, que vous ayez fait 2 paragraphes bien distincts, avec tous les éléments de réponse qui soient organisés et expliqués correctement.